Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix. On est lundi, on est ravis de vous retrouver. L'enfant prodige est revenu, il est de retour. Philippe David est avec nous aujourd'hui jusqu'à 20h. Je comprenais pas que vous parliez de moi. Sainte, mesdames et messieurs. Sainte Cécile, cathédrale d'Albi. Le bel enfant. Bon ben moi je vais tuer un veau et je reviens. Pour fêter ça, malheureusement, c'est une blague, bien entendu. Comment ça va, Philippe David? Bon, ça va très bien, heureux de vous retrouver. Vous, ça va avez bien? beaucoup maigri. Oui, c'est vrai. Non, j'ai c'est fait faux. un régime la semaine dernière. Bah, ça va pas. Un régime Queen Amman. Voilà, c'est ça. Oui, on voit que les Bretons se sont bien chargés de vous, Philippe David. En attendant, allez au sommaire de cette émission. Faut-il mettre fin à la limitation du nombre de mandats pour le président de la République? C'est dans un entretien accordé au Figaro. Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a donc appelé à changer la Constitution qui, depuis la réforme en 2008, limite l'exercice de la fonction présidentielle à 2 mandats consécutifs. Selon lui, ces règles limitent le libre choix des citoyens et affaiblissent la vie politique. Il plaide plutôt pour laisser en toutes circonstances le dernier mot aux électeurs. Une annonce qui est largement critiquée à l'opposition, Philippe. Oui, et les Insoumis accusent entre autres Richard Ferrand d'être, je cite, le visage de la dérive autocratique de la Macronie. L'ancien président de l'Assemblée nationale regrette que ses propos soient, je cite, à l'origine d'une fausse polémique. Alors est-ce que pour vous, 2 mandats ça va, 3 mandats bonjour les dégâts? Ou est-ce que vous êtes pour qu'on revienne aux origines de la Ve République, c'est-à-dire qu'on pouvait être élu ad vitam aeternam, alors qu'aujourd'hui on a un peu copié les Américains avec les 2 mandats consécutifs? Dans tous les cas de figure, un seul numéro qui est toujours le même, le 0826 300 300. En tout cas, vous plaidez pour pour une limitation du nombre de mandats. Vous pouvez effectivement nous appeler. 17 propositions de loi votées sur 574. Les propositions de loi sont-elles juste des coups de com' pour les députés? Elles ont été déposées par centaines chaque année. En 2023, le nombre de propositions de loi a été multiplié par 4 sur les 574 textes déposés. 70 ont été examinés en séance et seuls 17 ont été adoptés. Les députés déposent des sujets parfois surprenants qui n'ont pas vocation à aboutir. Serait-ce un bon coup de com' pour se faire remarquer, Philippe? Oui, surtout quand on dépose une proposition de loi, par exemple, pour interdire la vente des galettes des rois en grande surface, pour reconnaître le cheval comme un animal de compagnie, ou encore pour empêcher le blocage du partage des codes Netflix. Oui, ça a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Alors, est-ce que pour vous, il y a vraiment une question? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que 17 propositions de loi votées sur 574, pour nombre d'entre elles, c'est juste des coups de com' pour permettre à des députés qui n'étaient pas connus de se faire un nom dans tous les cas de figure? Venez nous le dire au 0826 300 300. Est-ce que je vous surprends si vous dites que oui, c'est un coup de com' à plus de 91%? C'est un bon score. C'est un bon score. Allez. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger qui est avec nous, le président de l'Institut de la Parole. Bonsoir, Philippe. Ma chère Cécile, ça s'est bien passé votre vendredi? Ah bien, écoutez, mon vendredi c'était magnifique. Tant mieux. Je vous remercie beaucoup. Et vous, mieux. ce petit week-end, c'était bien? Il était bien. Dimanche, un superbe baptême et samedi, beaucoup de glandouillage et une magnifique finale. J'adore le mot glandouillage, surtout chez vous, Philippe Bilger. Elisabeth Lévy est avec nous, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Cécile, On est trop content de vous retrouver, ma petite Elisabeth. Jean-Michel Fauvergue est avec nous aussi. Bonsoir, Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Cécile, Philips. Je vous rappelle. Et Philippe, ça, pas mal. Ah oui, c'est bon. Dis donc, c'est bien, c'est bien. On fait de la pub en Il plus. est assez Et minimaliste. Elisabeth, Il arrose gratis. Voilà. Auteur de Les Hommes en Noir publié chez Plomb. On vend toujours là. Hein. Oui. Là, on vend toujours. Oui, bien sûr. On vend toujours. Hein. Bah Pas ouais. assez, mais on vend toujours. Parce qu'il faudrait. On a Alors, non toujours seulement- envie qu'on en vende 1 milliard par jour, mais Oui, c'est pas mais possible. j'étais d'ailleurs au Festival du Livre d'ici les Moulineaux samedi. très Où j'ai bien. signé, j'ai fait des signatures et j'ai fait des rencontres intéressantes avec vos confrères en particulier, quelques d'accord. confrères. Ouais. C'est super sympa. Et il parle de nous. Non, il parle pas de nous. Non. Et, Non, j'ai bah pas non, lancé en fait, le c'est sujet non. là-dessus, mais Non. il aurait C'est sans un doute tort. pas, hein. C'est un tort, j'ai pas eu le réflexe, vous voyez. En tout cas, tout de suite, c'est Vincent qui est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir, Bonsoir Vincent. Bonsoir toute l'équipe. Comment ça va, Vincent? Très bien. La journée est finie, donc très bien. Très bien. Vous faites quoi dans la vie, Vincent?
Alors, je conduis des camions dans une boîte de travaux publics. Voilà, les gens du bâtiment Beau qu'on métier. aime beaucoup. Métier difficile, mais beau métier en tout cas. Bon, restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour. En attendant, l'actu du jour, c'est un anniversaire. Écoutez, c'était il y a 37 ans, Coluche disparaissait dans un accident à moto. Voilà, vous aimiez Coluche, Philippe? Allez, je trouve que dans les sketchs politiques, on n'a jamais fait mieux. Source autorisée, si c'est le titre, c'était fabuleux. Elisabeth, Moi, ce qui me gêne un peu, en fait, c'est que les humoristes, en général, sont devenus, en quelque sorte, les commentateurs politiques légitimes et autorisés. C'est assez démago, en fait, ce qu'ils racontent là. Oui, mais c'est drôle. Moi, ça me fait pas, franchement, celui-là me fait pas hurler de rire. Et en plus, je regrette, si vous voulez, avec les guignols, avec tout cet esprit où la dérision a quand même remplacé l'humour, et puis le ricanement, et puis... On tape soi-disant sur les puissants, en réalité, on tape toujours sur les ambulances, parce que qui défend les hommes politiques aujourd'hui? Moi, le jour où les humoristes s'attaqueront aux vaches sacrées, les féministes, les... Non, mais vous le faites très bien. Mais moi, je suis pas humoriste. Ah, il y en a. Il y en a qui défendent. Pas beaucoup. Oui. Honnêtement, il y a Blanche Gardin et Gaspard J'en ai- Proust, d'accord? non, Ok, non, merci les gars. Alexandre Pell, Régis Maillot aussi, j'ai reçu il n'y a pas C'est vrai. longtemps remplaçant André Verkoff. Ouais, Il Jean-Michel n'y en a Fauvergue. pas, il y en a pas à l'appel, tout de même. Et en tous les cas, il n'y en a pas sur France Inter payé par nos soins. Hein. Nous, on paye que les... Voilà. Et je trouve quand même cette invasion, si vous voulez, de tout par un humour qui, à mon avis, n'est pas exactement ce que j'appellerais toujours de l'humour, ça me gêne. Maintenant, Coluche a fait des choses extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup celui sur le viol. Violer, c'est quand on veut pas. Et moi, je voulais, Madame la Présidente. Eh ouais. Oui, ça, c'est un autre sketch de Coluche. Jean-Michel Fauvergue, Coluche. Alors, moi, je l'aimais pas trop de son vivant, maintenant je l'adore. Alors, chaque fois que je trouve ces sketchs. Ah, donc quand vous étiez policier, vous l'aimiez pas, maintenant vous êtes plus policier, vous l'aimez? Non, c'est pas ça. C'est même. C'est qu'en fait, maintenant. Le disait que celui qui avait un képi sur la tête ne pouvait pas réfléchir. En fait, il l'aimait pas quand il connaissait pas. C'est qu'en fait que maintenant je me suis acheté un cerveau et j'arrive à comprendre ce qu'il dit. C'est ça. Et J'adore, il saute aux vannes, on n'a même plus besoin de et le ce faire. qu'il a dit là, c'est extraordinaire parce que vu de l'intérieur au niveau politique, c'est super sympa, quoi. Oui. Par contre, il y a des tas d'humoristes qui s'en prennent aux féministes, qui s'en prennent à la Ouais, qui vont. Enfin, c'est pas eux qui tiennent, disons, c'est pas eux qui tiennent le. Ah ben non, ils sont nom interdits. du- Et voilà. bien évidemment, ils sont interdits de radio. Allez, tout de suite le réquisitoire du procureur. Sinon, ça serait pas. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre l'instrumentalisation de Mitsak Manoukian qui va entrer au Panthéon. Oui, alors je ne discuterai pas, bien sûr, la panthéonisation de Manoukian. Je savais qu'elle allait advenir. J'aurais tout de même souhaité savoir, Cécile et Philippe, mais vous n'aurez sans doute pas la réponse, pourquoi François Hollande avait refusé, lui, de le panthéoniser. Ça m'intéresserait un jour. Je demanderai peut-être à Françoise de Gois demain. Mais je voulais surtout mettre en cause cette manière permanente dont depuis hier et encore dans l'édito du Monde, on renvoie cette panthéonisation au problème d'immigration d'aujourd'hui, comme si l'honneur rendu à Mishan Manoukian était quelque chose qui devait permettre de vitupérer la politique d'aujourd'hui et le souci qu'on a de contrôler l'immigration. Le hasard fait que, lisant Le Monde, j'ai vu dans la première page quelque chose qui me paraît typique de cette caricature que je dénonce. Il y a d'une part, dans le même titre, le refus de l'immigration, qui a encore, à mon sens, le droit d'avoir une politique, et de l'autre côté, la peur de l'étranger. Dans la même phrase, autrement dit, quelque chose de politique qu'on a le droit d'avoir, et de l'autre côté, une sorte d'opprobre, un opprobre moral. On a peur de l'étranger ou on le rejette. Ce qui est absurde, le refus de l'immigration n'a rien à voir avec ça. Alors je crains le pire avec tout ce qui va se dérouler maintenant. Elisabeth Lévy. Oui, 2 points. Alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord. 2 points, je dirais même, pour compléter votre dernière phrase, mon cher Philippe, que ce qui nous a plombé, ce qui a vraiment pourri le débat sur l'immigration, c'est ces nigauds, ou que, à mon avis, c'est cynique, qui ont mis un signe d'égalité entre la phrase « je suis raciste » et « je suis contre l'immigration ». C'est même pas la peur, c'est le racisme. Si vous voulez pas d'immigration, vous êtes un salaud, fermez le banc. Et c'est exactement ce que vient de décrire Philippe. La deuxième chose, c'est que au-delà même
si vous voulez, de l'édito du Monde, il y a une tentation terrible qui est d'idéologiser, de remettre tout le temps la réduction ad petenum, la réduction ad Hitlerum, de nous mettre toujours dans une situation qui heureusement ne se rencontre pas tous les jours, qui obscurcit complètement le débat, parce que par ailleurs Manoukian c'est un très beau personnage, je veux dire, et en plus ça ne sert pas à grand chose en termes de mémoire. Je finis là-dessus. Hier il y avait un micro-trottoir sur CNews le 18 juin. Sur le 18 juin. Ah oui. Si vous voulez, ça fait 40 la moitié ans, des gens ne savaient pas ce que c'était. qu'on nous fait du Hitler à toutes les sauces, du Pétain à toutes les sauces. Pétain est là tous les matins. Pardon. Allez. Voilà. Jean-Marc Fauvergue. Rapidement. Alors, je voulais rajouter qu'il n'ira pas seul, Panthéon, il ira avec son épouse, mais qui était une résistante aussi extraordinaire. Et surtout qui a dénoncé les responsables de la direction du PC dans ce qui a conduit à l'arrestation des résistants de la fiche rouge. C'est-à-dire qu'elle s'est battue, y compris contre son parti, qui a mis un peu de temps à résister, puisque vous savez que les communistes sont rentrés en résistance après la dénonciation du pacte germano-soviétique. Donc c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse, déjà de ne pas séparer les deux époux. Et ben voilà. C'est déjà très beau. C'est un romantique, hein, finalement. Oui, Jean-Michel Fauvergue. Hein, c'est fou. Hein. Ah ben, on n'a pas le temps. J'allais dire autre chose. Vous avez 30 secondes. Je trouve que parfois il faudrait faire Panthéon à part. Je sais que depuis le couple Veil, on a un peu fait ça, mais... Allez, merci les amis. Vous restez avec nous dans un instant. Les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, mais on va revenir sur cette question dans le grand débat. Faut-il mettre fin à la limitation du nombre de mandats pour le président de la République? C'est une demande, ou en tout cas une proposition de Richard Ferrand, l'ancien patron de l'Assemblée, j'allais dire patron de l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous, 0826 300 300. On revient ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous l'avez entendu, Philippe David est revenu de ce long périple en Bretagne. Vous avez bu du chouchen? Non, parce que j'ai fait qu'un seul jour en Bretagne, mais là on a ramené du cidre de Normandie, et du poiré. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et du Quignaman, qui mérite. Ouais. Mais vous voulez avoir votre corps d'été, vous dites j'y touche pas, etc. Non. 5 légumes et fruits par jour aussi. Voilà, c'est ça, c'est important. J'avais pas remarqué que le beurre était un légume, ni le sucre. Non, mais je pense que Philippe David, il faut lui montrer ce que c'est qu'un légume. Je pense qu'il en a pas vu depuis qu'il est petit, d'ailleurs. J'espère ne pas lui montrer trop tôt. Excusez-moi, mais là, c'est vraiment la fin des haricots. Oui. Allez, c'est bon, on les a toutes faites, on peut y aller. Allez, bienvenue à tous. Vraiment, je dis. Philippe Bilger est avec nous, Jean-Michel Fauvergue aussi, et on est ravis aussi d'accueillir Elisabeth Lévy jusqu'à 19h, et vous au 0826 300 300. Et tout de suite, Félix Mathieu est avec nous. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu avec Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots sont milliards, avions et sauterie. Des assises des finances publiques pour refermer le quoi qu'il en coûte. Le gouvernement annonce avoir trouvé au moins 10 milliards d'euros d'économies par an dès l'année prochaine. 500 Airbus, qui dit mieux, commande record d'une compagnie indienne au salon du Bourget. Emmanuel Macron y plaide pour une sobriété écologique raisonnable et non punitive. Et puis la vidéo qui accuse sur le dossier des sauteries du Parti conservateur britannique à l'époque du confinement. Pas de quoi faire perdre l'inspiration au Premier ministre déchu. Boris Johnson publie sa première chronique sur le coupe-faim miracle qui l'a fait maigrir. Les vraies voix Sud Radio. La chasse aux milliards est ouverte. Dépenses de santé, avantages fiscaux pour les carburants professionnels, indemnisation du chômage. Le gouvernement annonce avoir identifié 10 milliards d'euros d'économies possibles. Il entend bien gratter encore un peu plus. Objectif 12 milliards d'euros d'économies dans le budget dès l'année prochaine. Notre devoir collectif est désormais de protéger notre nation contre la dette, a lancé Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie tenait ses assises des finances publiques en présence de la première ministre Elisabeth Borne. Relever les défis de l'avenir, financer nos priorités et notre action exige une dette soutenable et demandera des efforts de chacun. Nous ne tomberons ni dans la facilité des hausses d'impôts, ni dans l'erreur du coup de rabot. Nous croyons dans la croissance, dans les réformes et dans l'efficacité
pas dans l'austérité. Objectif, ramener la dette française de 111 à 108% du PIB d'ici la fin du quinquennat. Le ministère de l'économie entend s'attaquer, je cite, à l'explosion des arrêts maladie, aux dérives des dépenses en médicaments, aux aides au logement avec la suppression du dispositif Pinel, la refonte du prêt à taux zéro, les avantages fiscaux des transporteurs routiers et des agriculteurs sur le carburant devraient baisser progressivement d'ici 2030. Le gouvernement table aussi sur la fin du bouclier énergétique, les gains aussi liés aux réformes comme celle des retraites ou de l'assurance chômage. Donc pas de baisse d'impôts, enfin pas d'impôts supplémentaires, mais en tout cas des baisses d'avantages. Oui, c'est sûr. Et 50 ans de déficit budgétaire consécutif, on les paye maintenant ? Je suis frappé de voir ce volontarisme au moins affiché qui arrive au bout d'un certain nombre de constats. Mieux vaut tard que jamais. Elisabeth Lévy. Non, moi ce qui me frappe, c'est comme d'habitude le refus de dire la vérité. Parce que si Madame Borne disait la vérité, elle ne dirait pas que ça va être indolore. Parce que bien sûr, si on veut réduire la dette, soyons clairs, on va en baver. Parce que on ne produit pas assez de choses. Nous dépensons chaque année beaucoup plus, 20% de plus, 25% de plus que ce que nous produisons. Et en bien manufacturé, la balance est terrible. Donc, c'est simple. Si vous voulez, on va devoir passer, si on veut redresser la chose, on va devoir passer par des années comme les Grecs, en réalité, par des années vraiment dures. Et au lieu de nous dire ça, ils continuent à nous enfariner en nous faisant croire qu'avec 3 réformes par-ci et 2 trucs par-là, ça va marcher. C'est du mensonge. Jean-Michel Fauvergue. J'espère que c'est un début, moi, et que les choses vont évoluer, parce qu'effectivement, on a besoin de faire beaucoup plus d'économies que ça. Rappelons la dette c'est 3 000 milliards. Hors taxe, parce que on en camoufle une partie sous le tapis. Oui, enfin. Notamment les pensions des fonctionnaires. C'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà beaucoup. Et là, on parle de combien ? De 12-15 milliards, c'est ça 10 milliards. C'est ça, 10, 12. On va baisser à 108%. C'est un début. Bon, ceci dit, beaucoup d'autres pays, en particulier européens, sont dans cet état-là, excepté l'Allemagne. Mais effectivement, la fin des avantages fiscaux, c'est un peu un impôt divisé quand même. Alors, oui, enfin, c'est des droits qui ne sont pas payés et donc qui pourraient l'être. En fait, on va le dire comme ça. Voilà, c'est bien dit. Deuxième mot, avion. Une compagnie indienne commande 500 Airbus A320 Neo, un record absolu. 500 monocouloirs A320, la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation civile. Pour l'avionneur européen, la compagnie low-cost indienne Indigo l'annonce au premier jour du salon du Bourget. Le président Macron passait sa journée sur place après avoir affiché ses ambitions de développer à terme l'avion zéro carbone en France la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, le chef de l'État plaide encore une fois pour un futur fait d'avions verts et surtout pas de décroissance. La sobriété bien organisée, si je puis dire non punitive, comprise par tous, partagée par tous, raisonnable, qui fait qu'on fait chacun des efforts, qu'on évite ce qui est inutile et qui permet de réduire les émissions, elle est bonne. Et elle est bonne dans tous les domaines. Donc il y a une bonne sobriété, celle qui est raisonnable, celle qui consiste à dire faut tout arrêter en quelque sorte. Et il faut renoncer à la croissance, je ne la crois pas raisonnable. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à ce moment-là, elle vous enlève de la création de richesse. Et si elle vous enlève de la création de richesse, elle ne vous permet plus de financer l'innovation dont vous avez besoin pour décarboner, d'une part. Mais surtout, nous qui sommes déjà en déficit courant, comment voulez-vous qu'on finance notre modèle social si on ne crée plus de richesse ? Et Emmanuel Macron au Bourget tout à l'heure. D'ailleurs, à propos de baisse des émissions, l'Europe s'est 2 fois plus réchauffée que le reste du monde depuis la fin du 19e siècle. C'est ce qu'annonce aujourd'hui l'Observatoire Copernicus et l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU. L'année 2022 s'est située 2,3 degrés au-dessus des températures de l'ère pré-industrielle, 2 fois plus donc que le reste du monde. Philippe Bilger, manifestement, les Indiens vont pas prendre 4 fois l'avion dans leur vie, comme le demandait Jean-Marc Jancovici pour les Français. C'est un chiffre hallucinant. Je n'y connais pas grand-chose, mais combien de temps faut-il pour construire un avion Ils en sortent un par jour à peu près d'Airbus A320. Un par jour ? Oui, à peu près. Il y a 4 usines dans le monde pour la famille A320. L'Inde peut espérer l'avoir. C'est entre 2030 et 2035. Entre 10 et 15 minutes. C'est marrant parce que Philippe pense au nombre de temps qu'il faut pour le produire. Moi, je suis fasciné par une compagnie qui a besoin d'autant d'avions. Mais je constate qu'il y a 2 écoles. Il y a monsieur Jancovici qui nous dit rien ne va changer, l'intelligence humaine ne va rien trouver, donc il faut arrêter de prendre l'avion. Et il y a quand même sur ce collet, Emmanuel Macron a raison, il faut essayer de trouver des avions qui polluent moins. Si vous voulez, c'est quand même totalement malthusien de nous dire il ne faut pas prendre l'avion. Dites-nous de trouver des avions verts. Jean-Michel Fauvergue, dans ce débat qui vole où ?
Bravo. Non, ce qu'il faudrait savoir, c'est si dans le marché indien, il y a aussi des clauses du marché où des choses vont être construites au niveau local. Il y a déjà comme des ça pièces. se fait pour les Rafales. Il y a déjà des pièces depuis des années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je rajoute dans le débat que quand même sur le territoire français, on est en train de travailler sur les SAF, c'est-à-dire les carburants. Alors c'est Sustainable Aircraft Fuel. Carburant durable pour avion. Voilà, donc on essaie de le produire en France et ça c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est même très bien. Absolument. Et le troisième mot, Félix, c'est sauterie, avec cette scène de réjouissance qui pourrait paraître sympathique. Oui, pourrait, si elle n'avait pas eu lieu en plein confinement au siège du Parti conservateur britannique et si elle n'avait pas depuis contribué à la chute d'un Premier ministre. La petite sauterie chez les Tories, désormais documentée par une vidéo publiée par le Mirror. On peut y voir notamment un couple danser de façon assez approximative, visiblement joyeux après quelques verres au milieu des autres convives hilars. De quoi aider la justice dans sa collecte outre-Manche de preuves sur ce dossier embarrassant. Aujourd'hui, en tout cas, les députés britanniques se prononcent sur le rapport accablant qui accuse Boris Johnson d'avoir menti au Parlement. Rapport qualifié d'assassinat politique par l'ancien Premier ministre Bojo, de retour, d'ailleurs, je vous le dis au passage, vers son ancienne profession de journaliste. Il vient de publier sa première chronique pour le Daily Mail. Alors, il y évoque sa perte de poids grâce à un médicament coupe-faim, l'Ozempic, qui fonctionnait, dit-il, jusqu'à ce qu'il ne le tolère plus. Chronique dont je vous lis le titre. Le médicament miracle qui, je l'espérais, arrêterait mes raids de réfrigérateur à 23h30 pour du cheddar et du chorizo, mais qui n'a pas fonctionné sur moi. Mais je crois toujours que cela pourrait changer la vie de millions de personnes. Voilà, ça c'est le titre de la chronique de Boris Johnson. Ah, oui. C'est du chorizo. Oui, du chorizo, j'ai dit. Oui, du chorizo. Oui, du chorizo. C'est pas pareil. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Merci beaucoup pour rester avec nous. Et on va revenir sur cette j'aimerais savoir proposition. si c'est qu'une danse approximative. Je vais vous montrer hors antenne. Ça titube, vous regarderez la vidéo. On arrive. 0826 300 300 avec cette question. Faut-il mettre fin à la limitation du nombre de mandats pour le président de la République? C'est une proposition de Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très bien entourés aujourd'hui pour les vraies voix, ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et bien sûr Philippe Bilger est avec nous, Jean-Michel Fauvert, pardon, je vais vous appeler Jean-François aujourd'hui, et Elisabeth Lévy est avec nous, et vous au 0826 300 300 avec notre auditeur du jour, avec cette question: faut-il mettre fin à la limitation du nombre de mandats pour le président de la République? Pour l'instant, vous dites non à 76%. Allez, tout de suite, c'est notre grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un président devrait pouvoir être élu 3-4 fois comme un maire. Moi, je ne vois pas ce qui fait obstacle. C'est aux électeurs de choisir, de décider. Ah, ça y est, il veut modifier la Constitution avant même la fin de ce quinquennat. Richard Ferrand, qui est totalement envoyé par Emmanuel Macron, qui lance un ballon d'essai. Madame Merkel est restée 16 ans à la chancellerie, François Mitterrand 14 ans, Jacques Chirac 12 ans. Il y a un emballement médiatique parce qu'on s'est dit tout de suite, alors Richard Ferrand demande une modification de la Constitution. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui ont fait ça, à ma connaissance, dans le monde, c'est Poutine, Medvedev et Xi Jinping en Chine. On va bidouiller tout ça, on va utiliser ce qu'on peut utiliser. Si ça peut servir Emmanuel Macron, eh bien pourquoi pas. Et donc dans cet entretien accordé au Figaro, Richard Ferrand a appelé donc à changer la Constitution pour mettre fin à la limitation du mandat présidentiel. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le président de la République ne peut donc exercer que deux mandats consécutifs. L'ancien président de l'Assemblée nationale a tenu à s'expliquer ce matin sur Sud Radio. Écoutez ce qu'il a dit. Je trouve qu'il faut faire confiance aux électeurs et il faut les laisser choisir qui ils veulent, quand ils veulent, que ce soit pour la présidence de la République, pour leur ville, leur commune, leur département ou leur région. Après tout, il y a des villes qui sont administrées par des maires qui sont à leur 3e ou 4e mandat, et si c'est ainsi, c'est parce que les électeurs l'ont voulu. Donc, mon propos ne consistait pas à dire qu'il fallait changer des règles en vue de 2027, mais que d'une manière générale, il fallait permettre à notre démocratie, à mon avis, de respirer mieux en laissant en toutes circonstances le dernier mot aux électrices et aux électeurs. C'était chez Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Absolument, une explication pour répondre aux oppositions qu'il accuse de tenir ses propos par convenance personnelle, mais aussi pour préciser une conviction qui est la sienne depuis toujours. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut revenir aux origines de la Ve République? Parce que cette limitation des mandats, ça date de la réforme de Sarkozy de 2008. Ou est-ce que vous dites 2 mandats, ça va, 3 mandats, bonjour les dégâts? Est-ce que vous pensez que ces 2 mandats, c'est un peu une américanisation de la politique française? Vous voulez, tiens, par exemple, le retour au septennat, mais non renouvelable?
Venez tout nous dire au 0826 300 300. Et on en parle avec notre invité, Jean-Michel Ducontet, qui est avec nous, politologue et professeur en droit public à Sciences Po Toulouse. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Avant tout, Philippe Bilger, ce retour dans les années 2000-2008, est-ce que ce serait intéressant ? Alors, d'une part, j'apprécie Richard Ferrand et enfin, il a eu cette réponse. Il a semblé la contredire ensuite, mais finalement, il est revenu au sujet principal et paraît valider ce qu'il a dit en disant que il ne souhaitait pas une réforme de la Constitution. En fait, c'est un sujet assez délicat pour ma part, mais là, c'est le raisonnement du citoyen pur que je développe. Il me semble que, prenons l'exemple d'Emmanuel Macron, s'il le souhaite, il pourra tout à fait se représenter en 2032. Pourquoi pas, après tout, il sera encore relativement jeune et je pense qu'il serait maladroit de permettre à un président de se représenter aussi souvent qu'il le désirait s'il a l'aval du peuple pour de raisons plus psychologiques que politiques. D'une part, il faut toujours prévenir les ambitions démesurées d'un homme qui peut s'estimer toujours irremplaçable et d'autre part, le citoyen, pardon pour l'expression familière, moi j'aimais bien l'idée de 2 quinquennats parce que, au fond, je me disais, il y a que 10 ans à attendre pour avoir celui que je préfère. Elisabeth Lévy. Alors moi, d'abord, j'aurais plutôt tendance à penser, comme le dit d'ailleurs Richard Ferrand, que c'est aux citoyens de décider, que si il leur plaît d'élire plusieurs fois la même personne, c'est bien à eux de décider. Et je trouve, tout le monde d'ailleurs, beaucoup de gens maintenant le disent, dans le monde politique, la fin du cumul des mandats, alors là, pas dans le temps, mais oui, en même temps. De maires et de députés a été une catastrophe parce qu'elle a produit une assemblée de gens qui n'ont qu'un ancrage dans la vraie France, si je puis dire. Et c'était souvent des grands-mères qui étaient députés et ça marchait très bien. Donc, grand-mère MAIRES. Oui, et comme ça a marché très bien, évidemment, on l'a arrêté parce que ça aurait été trop bête de garder un système qui marchait. Sur les mandats présidentiels, Philippe, je trouve il y a 2 contraintes contradictoires, si vous voulez. Il y a la première, c'est quand les gens sont obsédés par leur réélection, ils gouvernent moins bien. Et c'est ça notre problème en démocratie, c'est d'avoir des gouvernants, si vous voulez, qui soient capables de vision à long terme et qui donc ne soient pas obsédés par leur réélection, mais en même temps, si vous voulez, donc ça plaiderait plutôt pour, si vous voulez, un mandat, un seul mandat avec le temps de gouverner. Peut-être un peu plus long. Peut-être un peu plus long. Plus long, 7 ans. Mais en même temps, moi, je suis quand même très attaché à la souveraineté populaire. Voilà. Jean-Michel Fauvergue. Alors, je suis d'accord avec Elisabeth sur quand les gens savent qu'ils vont pas être réélus, ils gouvernent et ils dirigent mieux. On le voit avec Macron sur ce 2e quinquennat. Je voulais juste, c'est ce que vous avez dit pourtant, Elisabeth. Je voulais juste revenir sur une chose. Si on revient aux origines de la Ve République, le président ne sera pas élu au suffrage universel, cher Philippe. Donc ça date de la réforme de 62. Oui, donc du coup, il est élu depuis 62 au suffrage universel. Alors sur le problème qui nous concerne aujourd'hui, faut-il revenir sur ces 2 mandats l'un après l'autre. Oui. Moi j'aime beaucoup aussi Richard Ferrand, ça a été un très très bon président de l'Assemblée nationale. J'aime en général beaucoup ce qu'il dit, mais là je suis pas vraiment d'accord avec lui. Moi je pense que maintenant ça a été décidé, il faut toucher à rien et ça fait retoucher à ça. Moi qui ai vécu pendant 6 ans en Afrique, qui ai travaillé pendant 6 ans en Afrique, ça me fait un peu penser à certains régimes. Voilà, certains régimes qui changent la Constitution, bien que c'est pas ce qu'a dit Richard Ferrand. Enfin, le quinquennat est quand même une catastrophe. Donc, alors, peut-être parlons d'un septennat ou de 2 septennats, revenons au septennat, mais gardons la limitation, je pense. Jean-Michel Ducontet, est-ce que quelque part, il n'a pas mis un coup de pied dans la fourmilière et qu'on peut revenir et réfléchir surtout, par exemple, au retour du septennat, comme le disait Elisabeth Lévy, pour elle, le quinquennat est une catastrophe? Ce qui est une catastrophe, me semble-t-il, c'est la décision qui a été prise en 2002 d'inverser le calendrier électoral.
puisque à l'heure actuelle, la seule élection qui ait de l'importance, c'est l'élection présidentielle, et chacun pense qu'elle aura un effet de souffle qui permettra d'avoir une majorité parlementaire. Donc je pense que la question d'un mandat de plus est un peu une question secondaire. Disons qu'elle est aujourd'hui mal posée parce qu'elle apparaît comme très circonstancielle et destinée à un bénéficiaire particulier que tout le monde a largement reconnu. Moi, je pense également qu'il pourrait ne pas être complètement inutile de revenir, ça a été indiqué par deux d'entre vous, aux origines de la Ve République. Le système électoral qui avait été mis en place en 1958, le collège électoral, n'était pas nécessairement contestable. Le suffrage universel a eu une conséquence, c'est qu'il a abouti à une vraie monarchisation de l'institution présidentielle, notamment en le dotant d'une légitimité. Alors attendez, je vous décrypte. Pourquoi ne pas revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel? Moi, je suis tout à fait d'accord pour revenir sur cette élection. Non pas pour des raisons de recul démocratique, mais pour des raisons de reparlementarisation des institutions de la Ve République. Je pense qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle, alors en soi, elle ne pose pas de problème. Au sein de l'Europe, il y a à peu près une douzaine d'États dont le président de la République est élu au suffrage universel. Mais ces présidents de la République n'ont pas l'intensité des compétences que la Constitution reconnaît au président sous la Ve République, et donc il peut apparaître comme une autorité morale, effectivement, investie d'onction populaire. Le drame de la Ve République, c'est que c'est un système dont on peut considérer aujourd'hui qu'il a abouti à une surprésidentialisation, en faisant du président de la République non seulement quelqu'un de légitime, mais en faisant que cette légitimité lui permette d'exercer des compétences qui, à l'évidence, par certains côtés, peut être considérées comme attentatoires au fonctionnement démocratique des institutions parlementaires. Philippe Bilger. Oui. Vous ne trouvez pas votre raisonnement impeccable postule tout de même que la vie parlementaire offre aujourd'hui, j'insiste par rapport à hier, bien sûr, une qualité telle qu'elle représenterait un progrès dans l'élection par rapport à l'élection au suffrage universel. Or, j'ai la faiblesse de penser, sans doute parce que je suis plus sensible en quelque sorte à la tonalité populaire qu'à la volonté parlementaire, qu'aujourd'hui, mieux vaut avoir un peuple qui décide que le Parlement d'aujourd'hui qui tranche. Vous trouvez que c'est absurde de penser ça? Jean-Michel Ducomte. Non, mais ça dépend selon quelle modalité le peuple décide. Le peuple, il peut décider en étant consulté sur une question particulière. Mais dans aucune démocratie, malheureusement, le peuple n'est en mesure, en tant que peuple, de définir la nature de la question qu'on va lui poser. Donc, même lorsqu'on a recours au référendum, la tendance est de faire du référendum un instrument de confirmation d'un choix qui a été fait par une autorité autre que celui qui va voter. Bien sûr qu'il faut que le peuple intervienne dans le débat, mais je pense qu'il doit intervenir, d'une part au travers de la légitimation qu'il confère aux autorités politiques, mais également au travers de ce que Habermas, le grand philosophe allemand, considère la construction de la société civile, c'est-à-dire au travers de systèmes associatifs, d'éléments au travers desquels il est en situation de faire émerger des convictions et qui éventuellement peuvent être reprises par le pouvoir politique. Ouais. On ne vit pas comme ça aujourd'hui. Petite Elisabeth Lévy. Non mais en fait, si vous voulez, ce débat est assez théorique parce que de toute façon, ce ne serait pas accepté du tout par les Français. Vous avez sans doute raison sur le fait que la monarchisation vient de 62, mais d'abord, c'est quand même le général de Gaulle l'a voulu. Si vous voulez, les gens sont attachés, donc c'est pour ça que je dis dire que l'origine de la Ve République, bien sûr, c'est factuellement vrai, mais dire que ça, c'est pas le cœur dans sa pureté de la Ve me paraît pas tout à fait juste. Et puis de toute façon, c'est un débat vent parce que personne ne le fera. Vous imaginez, les Français, on leur dit maintenant, bah non, on va revenir au collège électoral, la blague. Ouais. Jean-Michel Fauvergue, vous qui avez été député. Oui,
Moi j'ai bien aimé votre analyse, et surtout quand vous dites, et je la partage, quand vous dites que le vrai changement, c'est effectivement de faire passer l'élection présidentielle avant l'élection législative. Alors ça a été le cas, effectivement. Il y a ensuite des majorités qui se construisent avec un phénomène d'aspiration jusqu'à récemment. Récemment, ça ne s'est pas fait comme ça. Vous ne pensez pas qu'on est en train que les Français sont en train de changer ça? Cours Jean-Michel Ducomte, parce que ça appelle beaucoup au 0826 300 300. Non, mais, oui, c'est en train de changer ça. Pas tout à fait, parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde s'inquiète du fait qu'il n'y ait pas de majorité parlementaire. Mais une majorité, ça se construit. Oui, en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne dans les élections? Aucune majorité ne s'est dessinée, et les trois partis, au bout de quelques semaines, ont élaboré un programme au sein duquel chacun a mis en avant des propositions, un programme commun en quelque sorte a été élaboré, mais un programme législatif, pas un programme électoral, qui est le résultat d'une discussion entre les forces politiques, et ça marche pas si mal que ça. Donc, un autre problème qui aujourd'hui est extrêmement inquiétant, c'est la disparition quasiment du rôle des partis politiques, qui sont uniquement des machines à proposer des candidats à l'élection présidentielle, pas des instances dans lesquelles on élabore des programmes politiques. Allez, on part au standard 0826 300 300. Vincent, vous vouliez réagir sur cette question? Oui, mais allô? Oui, on vous écoute. Ah d'accord. Oui, non, mais bon, ça me dérange pas que M. Macron puisse se représenter 3 fois, parce que de toute façon, pourquoi on l'a fait on a marqué ça dans la Constitution que c'était 5 ans, en 2008 là, que c'était 5 ans, c'était plus 7 ans, plus 2 fois. Il y avait une raison pour le faire, et ça n'a pas fait tant de débats que ça, je trouve. Bon, à l'époque, j'écoutais moins la radio, mais voilà quoi. Je pense pas. Si les gens veulent revoter Macron, ils revoteront Macron, et ça m'étonnerait. De toute façon, jamais dans la 5e, un président a été élu 3 fois de suite. Non, c'est vrai, c'est jamais arrivé. Et voilà, ça a toujours été 2 fois, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été fait à l'époque. Mais bon. Pour créer de l'alternance, j'imagine, voilà, pour éviter que ce soit toujours le même. 0826, restez avec nous, Vincent. 0826 300 300, direction les Charentes-Maritimes. La Charente-Maritime avec Rochefort, avec Rochefort avec Ludovic. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir Evréro. Bonsoir. Une réaction. Oui, ben pour moi, je me demande si la réaction si les propos de Richard Ferrand ne sont pas faits pour changer les règles en cours du jeu et amener tranquillement Emmanuel Macron à l'âge légal de la retraite, à 64 ans. Ouais, ça nous laisse beaucoup de quinquennat quand même. Oui. Ouais. Mais bon, blague à part, déjà, je trouve que l'annonce est mal positionnée d'un point de vue calendaire. Ce n'est ni un 1er avril, malheureusement, et en plus, on est en pleine crise démocratique. On le constate ces derniers temps. Et après, je rejoins Elisabeth Lévy. Je pense que nous avons besoin de revenir en septennat également, ce qui permettrait également de sanctionner par des législatives en cours de septennat une politique qui a été malmenée par une majorité. C'est ce qu'on appelle des ballons d'essai, ça, Philippe, de jeter... Ouais. Je n'irai pas jusque-là. Je sais qu'on a reproché à Richard Ferrand d'avoir proféré ses propos pour préparer le terrain. Je n'y crois pas une seconde. Mais puis-je évoquer, Cécile, et avoir l'avis de Monsieur Ducomte, pardonnez-moi. Au fond, on avait parlé d'un septennat non renouvelable dans certains projets, et ça pourrait être intéressant tout de même. Elisabeth Lévy, septennat non renouvelable, très court. Non, d'abord un septennat. Déjà, je vous dis, moi, le 5 ans pour gouverner, c'est trop court. Moi, ça me dérangerait même pas qu'il soit renouvelable. Écoutez, les électeurs sont pas obligés. Mais c'est ça. Il y a un débat. On n'est pas non plus en Turquie ou en Russie où le débat politique est quand même très plombé. C'est pas la Chine et la Russie. Oui. Jean-Michel Fauvergue, le septennat, vous serez pour le retour? Je vois pas. J'ai pas vraiment de gros avis là-dessus, mais je vois pas ce que ça nous apporterait de plus qu'aujourd'hui. Le mot de la fin avec Jean-Michel Ducomte. Et je crois que le problème, c'est pas le problème de la durée du mandat présidentiel.
c'est le problème de la connexion entre mandat présidentiel et mandat législatif. Ce qu'il faudrait, c'est parvenir à une situation dans laquelle on ne vote pas au même moment pour le président de la République ou pour les députés. On l'a vu d'ailleurs à 2 reprises avec les cohabitations, ça se passait pas si mal que cela. Le président a été réduit à la fonction de chef de l'État qui était la sienne, le gouvernement gouvernait avec une majorité. Ça se passait à peu près bien, donc c'est moins la durée qui est importante du mandat présidentiel que le fait que cette durée aujourd'hui est conditionne en quelque sorte la durée du mandat parlementaire et la substance du mandat parlementaire. Merci. Il faudra arriver à un décrochage entre l'un et l'autre. Merci beaucoup Jean-Michel Duconte de nous avoir éclairé sur ce sujet, politologue et professeur en droit public à Sciences Po Toulouse. Merci à vous. On parlait de cohabitation, là c'est l'inverse. Chacun pour soi, c'est dans un instant. Et Dieu pour tous. Et dans un instant, on va jouer bien sûr avec le quiz de l'actu. À tout de suite. Avec nous pour les vraies voix jusqu'à 19h, Jean-Michel Fauvergue est avec nous, Philippe Bilger et Elisabeth Lévy et Vincent aussi, notre vraie voix auditeur qui va pouvoir jouer, en tout cas face à l'un des 3. Et tout de suite, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et cher Vincent, vous allez devoir choisir votre adversaire entre Philippe, Elisabeth ou Jean-Michel. Adversaire. Adversaire. Contre qui vous voulez jouer? Contre Elisabeth. Contre Elisabeth Lévy. Désolé. Qui sera là. Oui, désolé. Et les 2 autres seront pour vous. Et les 2 autres seront exactement de votre côté. Allez, c'est une question. Qui c'est qui l'a dit? Partout où je vais, il y a des gens qui me pourrissent la vie. Là, le préfet a été soit incompétent, soit hostile. Dans les 2 cas, c'est un scandale. Pardon. C'est bon. Philippe Bilger. C'est Éric Zemmour. Bonne réponse de Vincent. Ça fait 2-0. Elisabeth Lévy, vous êtes l'adversaire de Vincent, mais vous avez perdu pour le premier. J'ai perdu parce que j'ai été retenu dans le couloir, j'étais en train de chercher quelque chose pour me doper. Je suis désolé, non mais... J'en ai profité parce que vous auriez connu la réponse. C'est un petit peu de ma faute, je vais demander de me prendre un café. Donc après, voilà, c'est parce qu'on me fait faire les tâches. Non mais bon, elle fuit le débat. La réponse était Zemmour, vous pouvez faire la question maintenant. Deuxième question, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? On ne change pas les règles en cours de match. Ça c'est un LFI, ça, non? Non. En parlant Ciotti, Retailleau. En parlant des mandats présidentiels. Retailleau. Non. Ciotti. Non. C'est pas LFI. Non. Le Pen. Non. Bardella. Non. Il a été président de l'Assemblée nationale. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Ferrand. Bonne réponse de Philippe Bilger, qui était un poil plus rapide. Un poil plus Mais rapide. je comprends pas, c'était pour répondre à Ferrand, ça, j'ai pas compris pourquoi. Non, il a dit qu'il a fait cette proposition, mais qu'il voulait pas changer les règles en cours de match. Moi aussi, c'était vicieux. Moi j'ai compris comme Elisabeth ici. Oui, mais il y a un mec rapide ici. On constate. Vincent, moi c'est parce que je veux laisser gagner notre auditeur. Vincent, écoutez bien, à la mauvaise foi d'Elisabeth. Vincent, écoutez, qui c'est qui l'a dit? Cela ne suffisait pas au roi Macron de retirer de facto le droit de vote à l'Assemblée nationale. Il faudrait maintenant qu'il étende son règne une 3e fois. C'est pas nous, non. C'est une femme. C'est une femme. Clémentine Autain. Non. Rousseau. Non, même parti. Elle est européenne. Aubry. Bonne réponse de Philippe Bilger. Je retrouve la mémoire, mais avec retard. Qui c'est qui l'a dit? 6-0, attention. Qui c'est qui l'a dit? Le problème de l'école, ce n'est pas la baya, c'est le manque de professeurs. Mélenchon. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Bravo. Qui c'est qui l'a dit? Je suis surpris qu'on puisse être écologiste et contre un projet ferroviaire. Macron. Non. Un ministre. Ministre. Le maire. Non. Bonne réponse, Elisabeth Lévy est plus rapide. Elisabeth. Ah non, alors là, là, il y a eu demi-secondes d'avance. Je le discuterai. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est une remontada. Ah, dis donc. Qui c'est qui Quand je pense que je le vois comme la balance de la justice, comme ça. 6-4, la remontada. Qui c'est qui a tweeté sur la vidéo d'Emmanuel Macron buvant une bière dans le vestiaire toulousain au Stade de France? La masculinité toxique. Là, en même temps. Et donc, la phrase était « La masculinité toxique dans le leadership politique » en une image.
Qui c'est qui l'a dit? Bon, on l'a dit en même temps, vraiment. Oui, Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit? Jean-Luc Mélenchon, c'est Raël, c'est un gourou. Il est à la tête d'une secte. Non. C'est un animateur télé. Oui. Nolo. Bonne réponse de Philippe Là, il n'y a Bilger. pas de discussion, au moins. Bravo, il a dit ça, Oui. c'est pas mal. Ouais. Qui c'est qui l'a dit Bravo, en parlant Vincent. de la proposition de Richard Ferrand? C'est du tripatouillage. Il lance un ballon d'essai pour permettre à Macron de se représenter Ciotti. chaque jour en Non, Macronie. Sud. On s'éloigne un peu plus. Bonne réponse de Philippe Bilger ce matin avec Sud Patrick Radio. Roger sur Sud. Excellente interview de Patrick. Roger. Et donc, c'est une victoire écrasante. 11-5. Non, c'est un beau score d'Elisabeth Lévy. 11-5. Bravo. En tout cas, c'est vous qui avez gagné, Vincent. Bravo. Vous avez bien choisi. C'est une bonne stratégie. Bravo, cher Vincent. Vous restez avec nous. Le dauphin d'Elisabeth Lévy marche pas. Attendez. Mais c'est pas ça. J'ai été chercher le café de Madame Cécile, parce que sinon, je vais être renvoyée. Voilà. Mais non, mais ça fait pas effet tout de suite. C'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un va dénoncer la masculinité toxique de Cécile de Ménibus qui m'envoie chercher ses cafés? Écoutez, vous savez quoi? Envoyez donc une circulaire, on vous répondra. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant avec le coup de gueule de Philippe David. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ils sont beaux comme un lundi ensoleillé. Philippe Bilger était avec nous, Elisabeth Lévy aussi, Jean-Michel Fauvergue au 0826 300 300. Vincent est avec nous. Et dans quelques instants, le top clic de Félix Mathieu. Et j'embrasse notre stagiaire Justine qui a parlé du brillantissime Félix Mathieu qui nous a mis sur notre conduite. Elle est en deçà de la réalité. Je me demande si elle n'est pas un peu amoureuse. Bref, allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et ce coup de gueule, Philippe, sur l'immunité diplomatique et les travailleurs esclaves. Oui, Cécile, c'est un fait divers qui a eu lieu à Paris le 30 avril dernier qui vient de sortir. Un livreur à 2 roues de plateforme en ligne a été renversé par un cuisinier de l'ambassade de Chine qui roulait à grande vitesse selon un témoin au point de faire un tonneau dans les rues de Paris, ce qui veut tout dire. La vitesse, mais pas que, puisque 2 heures après l'accident et après de nombreux palabres, l'intéressé avait encore un taux d'alcoolémie de 0,56 grammes. On imagine donc son état au moment de l'accident. Dans le même temps, la victime, qui est un Philippin de 30 ans en situation irrégulière, est désormais menacé d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Rien de scandaleux, le fait d'avoir un accident, aussi dramatique soit-il, dans un pays où on est en situation irrégulière ne donne pas droit à une régularisation de sa situation. Mais ça me force à pousser un double coup de gueule. Le premier contre l'immunité diplomatique qui permet de faire n'importe quoi en toutes circonstances, et j'aimerais que le cuisinier de l'ambassade de Chine fasse comme l'ancien ambassadeur du Zaïre en France qui avait renoncé à son immunité diplomatique après avoir tué 2 gamins de 13 ans qui traversaient sur un passage clouté à Menton. C'était en 1996. L'immunité diplomatique sur la politique, oui. Sur le droit commun, non. Le second coup de gueule, c'est contre toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'esclaves pour leur livrer leur pizza ou leur sushi. Faut-il rappeler que ceux qui les livrent, selon un spécialiste du secteur, travaillent sous des alias, louent des comptes et gagnent à environ 2 € de l'heure. Ça, j'appelle ça de l'esclavage. En cas d'accident, ils n'ont ni protection, ni légitimité, ni indemnité et la menace d'être envoyés dans leur pays avec un ticket retour. C'est pour double coup de gueule, 2 exemples de la société à irresponsabilité illimitée, tant pour les coupables dans le cas du cuisinier que pour les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les clients dans le cas de la victime. C'est très bien, Philippe. Moi, j'ai rien à ajouter. Non. 2 scandales. 2 scandales, oui. Ouais, très intéressant et j'avais raté l'histoire en fait. Elle est sortie aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, Jean-Michel Fauvergue. Par expérience sur des enquêtes judiciaires, il nous est arrivé de se confronter à cette immunité diplomatique et on n'a jamais raison. C'est l'immunité, elle vaut, c'est quelque chose d'important, d'intangible. Mais c'est quand même heureux parce que ça protège. Et moi qui suis allé aussi travailler en ambassade au Mali, au Gabon en particulier, ça nous protège des aléas dans des pays qui sont un peu particuliers quelquefois. Et ça protège des collègues de ces aléas-là. Donc voilà. Et alors effectivement, oui, entre ce que vous faisiez, Jean-Michel Fauvergue, avec le RAID et un cuisinier qui roule en état brillé, on est vraiment sur un autre domaine. Bien évidemment, mais bien sûr, on est
un cuisinier qui fait un tonneau, normalement c'est un sommelier. Normalement c'est un sommelier. Non, mais il devrait y avoir en fait une distinction. Il pourrait y avoir une distinction entre ce qu'on fait dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire effectivement où on ne peut pas vous inquiéter. Mais si quelqu'un, par exemple, si un soldat français en Côte d'Ivoire commet des actes, des délits de droit commun ou des crimes de droit commun, il sera jugé. Absolument. Je veux dire, donc, si vous voulez, c'est. Ouais, mais il n'est pas protégé par l'immunité diplomatique. Non, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'à mon avis, on pourrait distinguer, même dans l'immunité diplomatique, d'abord, elle pourrait être limitée vraiment au personnel diplomatique, le cœur, c'est-à-dire l'ambassadeur, ses conseillers, et peut-être pas le cuisinier de l'ambassade non plus. Il y a un moment, il faut arrêter. Oui. La problématique, c'est que c'est pas national, c'est des conventions internationales qui fixent ça. Il faudrait les changer définitivement et que tous les pays. Trop légèrement, vous avez raison. En fait, on va les appeler. Bon, quant aux cuisiniers, se faire expulser par une OQTF, donc. Au livreur à scooter. Au livreur, ouais. Bon, ça va, les OQTF. Oui, 5% d'appliqués, donc. Un peu plus quand même. Merci beaucoup, Philippe David. Allez, tout de suite, le top clic, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et Félix Mathieu, brillantissime, comme c'est marqué sur notre conduite. C'est vrai. La polémique ne retombe pas après le cul sec de la discorde. Cette bière Corona descendue cul sec par le président Macron dans le vestiaire toulousain. Et oui, c'était après la finale de Top 14 en mode Ami Manu, lève ton verre. On est sur un cul sec du président de la République. Avec modération, avec modération, évidemment. Mais quand on est champion de France, on dit. Je suis pas sûr qu'on puisse répondre. Et glou, et comme dirait l'autre. Bon, sauf que tout le monde ne l'accueille pas avec le bon gros rire gras attendu. On a par exemple Sandrine Rousseau qui commente la masculinité toxique dans le leadership politique en une image. Dans le même ordre d'idée, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol ajoute: une bière cul sec, qu'essaye-t-il de prouver? Qu'il est un vrai mec? Poncif, viriliste, populisme masculiniste et ringardise. Quel boulet, ajoute Laurence Rossignol. C'est vrai, beaucoup de mots en iste. La gauloiserie présidentielle n'a pas davantage séduit le porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale, Arthur Delaporte, qui s'indigne. Un président de la République ne devrait pas faire ça. 50 ans de politique de santé publique contre la consommation excessive d'alcool, le binge drinking. Le message passé n'est clairement pas le bon. Une réaction. Une réaction. Philippe. Que je reproche parfois à Emmanuel Macron des attitudes discutables, mais il ne faut pas exagérer tout de même. Il est dans un vestiaire, il félicite l'équipe de Toulouse. était champion. Non, là je trouve qu'il y a des mauvais procès. Justement, le Stade Toulousain a été champion. Il est allé voir ensuite les Rochelais, il faut le dire. Fait un super match. Quelle tristesse de commenter ça comme ça. Mais on n'a plus le droit de boire une bière dans ce pays. Même quand on est président de la République, on peut boire des bières. Chirac le faisait. Voilà. Quelle tristesse, mal. Elisabeth. Bah non, mais moi je réserve mon avis pour mon tour de table. Voilà. Je veux en parler. Vous devrez attendre. Le public est à le temps. On est à cran. Vous avez raison, Elisabeth. Très bon teasing, allez. Autre sujet, ce petit loupé, petit est un euphémisme, lors de la présentation en grande pompe de la nouvelle Lada en Russie. La Lada Aura, ce petit bijou de l'industrie automobile russe, selon sa présentation lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Des officiels du gouvernement russe et du constructeur Lada étaient là pour présenter ce nouveau modèle, sauf que lorsqu'un ancien ministre dirigeant d'une des plus grosses banques du pays est monté au volant pour l'essayer, au milieu des caméras, coff, et non, rien du tout. Oups, malaise, problème de démarrage. Alors tous ces officiels, tout ce beau monde regarde un peu ses chaussures. Bon, finalement, Lada a expliqué un peu plus tard que sa voiture fonctionnait. C'est juste que la première, apparemment, était restée enclenchée, ce qui l'empêchait effectivement de redémarrer. Dommage, c'est arrivé au mauvais moment. Oui, la première était enclenchée, ça l'empêchait de redémarrer. D'accord, ok. Oui, apparemment. Donc, j'aurais pu leur expliquer. Alors, cher Russe, la prochaine fois que vous avez un problème de voiture, appelez Elisabeth Lévy. Déjà rentrez chez vous. Pardon. Je disais la prochaine fois, je parlais aux Russes en disant que la prochaine fois qu'on a un problème de voiture, qu'ils vous appellent directement. Bien entendu, comme ça, ils n'auront pas ce type de problème. D'ailleurs, je pourrais leur dire de repartir dans leur pays aussi. Voilà. Au passage, vous verrez qu'ils m'écouteront. D'accord, écoutez, c'est très bien. En tout cas, c'est entendu par le ministère des Affaires étrangères.